Je m'isolais dans le placard plusieurs fois par semaine pour pleurer. J'en pouvais plus avec mes enfants qui me donnaient énormément de stress. Tu rentrais dans un placard pour pas qu'on te voie pleurer. Je me mettais dans le placard pour pleurer un bon coup et pour revenir plus calme. Mais ça est devenu plus une habitude qu'une exception. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est pas moi. Cet été, je vous emmène en voyage à travers les continents pour aller rencontrer des femmes de toutes les cultures qui, elles aussi, traversent la ménopause. Je suis partie à la recherche de celles qui rient en nous voyant nous morfondre à la première ride, celles qui partagent tout des secrets de leur mère et de leur tante, celles qui nous envient notre accès gratuit au traitement hormonal, un voyage pour nous décentrer de notre regard de Françaises occidentales qui ont peur de vieillir. Alors, est-ce que la ménopause, ça se passe mieux ailleurs ? Bonjour Zéva. Bonjour Aude, merci. Merci à toi. Tu es parisienne. Je suis parisienne. Et tu es aussi américaine. That's right. Et donc, tu connais bien les deux cultures et tu vas pouvoir nous parler de ta ménopause à toi. Oui. Pas simple. Mm-hmm. Et de la façon dont ça se passe aux États-Unis et aussi en France. Parfait. Ouais, vas-y. Raconte un peu alors. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir Ta exactement? ménopause déjà. Ma ménopause. Alors, donc, je suis en périménopause. Et c'est un nouvel titre à mon identité que je porte avec un peu de curiosité et aussi fascination, parce que c'est pas quelque chose que je me suis pas sentie préparée à ça. Je pense que comme beaucoup de femmes, on pensait que c'était quelque chose pour d'autres personnes ou pour beaucoup plus tard dans notre vie. Mais c'était grâce à certaines conversations avec mes copines qui ont à peu près le même âge que moi que j'ai pu mettre un mot à certains symptômes que j'avais, que je trouvais étaient plus en lien avec un peu ras-le-bol parental, des moments un peu d'anxiété, de stress, de mood swings. Et c'était avec une copine avec qui j'ai discuté qui m'avait dit qu'elle était elle se sentait très anxieuse et elle a pas d'enfants en fait, et c'était pas en lien avec des enfants, c'était plus par rapport à son travail parce qu'elle est monteuse, et elle avait dit pendant le dernier projet qu'elle faisait, elle était hyper anxieuse et c'était une sensation qu'elle avait jamais vécue avant. Et c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches en ligne parce que elle a une maladie aussi génétique qui était diagnostiquée il y a 20 ans. Elle a trouvé beaucoup de solutions grâce à sa recherche sur les forums aux États-Unis. Et donc, quand elle parle de sa recherche, je l'écoute. Et donc, elle avait fait un lien entre l'anxiété qu'elle vivait à ce moment-là avec le périménopause. Et on partage le même gynécologue. Et elle m'a dit qu'elle avait vu et elle a demandé un traitement hormonal et il l'avait donné sans problème, et que depuis, ça allait beaucoup mieux. Et c'était en ce moment-là que je me suis dit, mais tiens, c'est marrant parce que notre conversation tenait autour aussi de comment je me suis sentie à la maison à ce moment-là, que je m'isolais dans le placard parfois, plusieurs fois par semaine pour pleurer parce que j'en pouvais plus avec mes enfants qui me donnaient énormément de stress. Tu rentrais dans un placard pour pas qu'on te voie pleurer. Oui, c'était ça. C'était pour me mettre, pour créer de la distance entre moi et la source de mon stress, qui était mes enfants qui disputaient, on va dire. Donc, au lieu de gueuler, au lieu d'avoir une réaction que j'allais regretter, je me mettais dans le placard pour pleurer un bon coup et pour revenir plus calme. Mais ça est devenu plus une habitude qu'une exception. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est pas moi. Je me reconnaissais pas. Et je pensais pas que c'était juste que ça montait trop dans la maison. C'est juste que j'ai senti que moi, j'ai perdu un peu les moyens de pouvoir
garder le cap et traverser les vagues et avoir un peu la posture de OK, je gère. Et j'étais beaucoup plus affectée et beaucoup plus sensible à mon environnement que j'étais avant, même avec 2 enfants de bas âge, même avec des moments sans suffisamment de sommeil. J'étais capable de tenir ces moments compliqués, mais là, je craquais. Ça a commencé à quel âge, ça? C'était pas si longtemps que ça, c'était peut-être il y a 2 ans. Et donc, t'as quel âge? Ouais, moi j'ai bientôt 50 ans. Donc c'est 48 dans 2 ans? semaines, Ouais. 48 ans. Ouais. Donc je sentais le problème était moi. Que trop sensible, trop colérique, trop ras-le-bol, trop incapable. Et c'était en discutant avec elle parce qu'elle m'a dit mais ça c'est pas vraiment ta nature. Je te reconnais pas dans ce que tu décris. Et je dis mais moi non plus. Et et grâce à cet échange, je me suis dit mais je vais plonger un petit peu plus dans ce sujet. Donc j'adore bien évidemment des podcasts, de faire la recherche, et j'ai commencé à m'informer de plus en plus autour des symptômes de comportement plutôt que physique en lien avec le périménopause et la ménopause. Et j'ai aussi une copine qui est elle est psychologue, elle est doctorat dans les conditions des femmes post maternité. Elle est aussi sexologue, donc elle a une spécialité dans la sexualité des femmes, et elle me partageait pas mal d'ouvrages autour de les hormones, en commençant avec un premier livre qui s'appelle Period Power, qui m'avait énormément ouvert les yeux sur du fait qu'on a les systèmes en place qui sont complètement invisibles, qui ont un impact sur nos comportements, notre identité. Et je trouvais ça dingue que c'était pas les femmes ne savent pas, en fait. Les femmes ne savent pas. That's not like required reading depuis 13 ans. Et même si je tenais plus elle a un deuxième livre qui s'appelle Perimenopause Power, que j'ai pas encore lu. Mais le Period Power, c'était génial parce que ça m'avait éduqué sur le cycle de nos hormones dans chaque cycle du mois. Et dans mon travail aussi avec des femmes qui sont dans des changements de vie assez importants, j'entends souvent que il y a certains moments dans l'année, dans le mois, où ils vont me dire mais moi je sais pas, la semaine dernière j'avais plein d'énergie, j'étais hyper motivée, j'ai fait énormément de progrès, mais cette semaine j'arrive à rien faire. Ce truc que j'ai envie de faire, c'est de m'allonger, de me mettre sous la couette. Et maintenant, de plus en plus, j'oblige mes clientes à traquer en fait leur cycle pour pouvoir voir s'il y a des choses qui sont invisibles à leur motivation, à leur focus, à leur capacité à révéler les défis, à mettre des choses en place, que avant elles n'étaient pas au conscient de leur existence. Elles pensaient que c'était juste une manque de motivation ou une manque de détermination ou de volonté. Et donc je pense qu'on a, autant que femmes, on met énormément de pression sur nous-mêmes à toujours être au taquet, et de penser que si je suis pas au taquet, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose mentalement. Il faut que je change de mindset. Mind over matter. Et il y a aussi d'ailleurs beaucoup d'ouvrages autour de ça, change your mindset, change your life, or your thoughts influence your emotions, mais c'est pas ça en fait. Et donc c'était très important pour moi de m'informer à ça, et aussi à pouvoir partager le maximum d'outils à mes clients, et une sorte de lecture des choses qui se passent
dans la zone invisible, hors de leur contrôle, même si après on peut bien sûr faire quelque chose, mais que c'est pas juste une question de volonté, de vouloir mettre en place des changements, des transformations de vie. Peut-être il y a des choses à gérer physiquement pour se mettre dans la meilleure posture et d'avoir les meilleures ressources de pouvoir mener des gros changements. Ouais, c'est fou. Ça aide beaucoup quand on en prend conscience. Ouais. Et pareil sur la périménopause, de pas penser qu'on a un problème, qu'il faut aller voir un psy ou quoi, mais que vraiment c'est les hormones qui changent complètement nos humeurs et qu'on n'y peut rien. En tout cas, on y peut des choses, mais pas se remettre en question en fait. C'est ça. C'est pas une question de moi je suis incapable et c'est une sorte de déclaration sur notre identité. C'est il y a des moments de vie où il y a d'autres choses qui se passent et il faut plutôt aller chercher à l'intérieur plutôt que de nous flageller parce on pense qu'on n'est pas suffisamment motivé. Et alors du coup, c'est quoi toi ce que tu as fait face à Alors donc, ces pleurs? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis un peu musclée avec plein d'informations et de raisonnements, de mettre les mots sur mes symptômes, de mes mood swings et tout ça. Et quand j'étais aux États-Unis l'année dernière, c'est principalement ça qui m'intéressait comme sujet. Donc plein de podcasts, plein de conversations, des lectures, des articles. Et en revenant de mes vacances en septembre, je suis allée voir mon gynécologue en question que ma copine Jessica partageait avec moi. Et j'avais une liste avec des arguments que j'allais lui dire que voilà, je pleurais dans le placard, que j'en pouvais plus, que que j'avais cette idée que le buffer, je sais pas comment dire ça en français, mais c'est un peu le marge de sécurité, oui. On va dire, qui a comme un coussin qui te tient, confortablement dans des situations inconfortables, que ça n'existait plus. J'étais à fleur de peau en fait. À fleur de peau, exactement. Aucun sens d'humeur, aucun recul, de premier degré, ouais. Tout le temps. Pas juste avant mes règles. C'était comme si le premenstrual syndrome, c'était tout le mois. Et donc, c'est exactement ça mon pitch. À mon médecin, je dis, là, je suis en premenstrual syndrome 30 jours sur 30. Et c'est pas moi. Et je sais que c'est pas moi. Et lui, sans hésitation, il a dit, mais ok. Bon, on va vous mettre sur un programme léger pour commencer, de hormone replacement therapy, et on va voir comment ça se passe. Donc, pas de résistance. Et I was like, c'est vrai? Et he's like, bah oui. Il dit, mais c'est important, la qualité de vie. Ça fait tout, en fait. Donc, si vous sentez pas bien, que c'est pas votre nature, je vous crois et on va commencer quelque chose. Donc, c'était un peu trop facile. C'est tout? On va pas discuter? Parce que c'est marrant, parce que c'est un médecin avec qui j'ai un passé assez intéressant, parce que il était aussi mon obstétricien. Oui. Et pendant l'accouchement de mon deuxième enfant, j'avais décidé de le faire sans médicaments, sans péridurale. Et lui, il était OK avec mon projet, mais à un certain moment dans le processus, j'étais coincée à 4 cm, et au bout de peut-être 8 heures d'attente, il m'a proposé de faire un déclenchement. Et je voulais pas. Et donc, on est rentré dans une grande discussion où on n'était pas du tout d'accord sur comment ça devrait se passer, parce qu'elle a dit, mais je suis là, est-ce que vous voulez votre bébé ce soir ou pas, parce que je vais partir. C'est le moment que je me repose, et donc ça serait pas avec moi si ça se passe pendant la nuit. Et j'ai dit, mais non, j'ai pas envie de déclencher. Si
s'il y a pas une raison médicale, je préfère attendre. Donc, on a une certaine histoire ensemble de pouvoir ne pas être complètement d'accord sur des sujets. Et donc, du coup, quand il m'avait dit, OK, je vous donne un traitement hormonal, c'était, voilà, je trouvais qu'on était alignés et c'était facile et c'était cool. Du coup, tu le prends maintenant? Donc, du coup, je le prends depuis le mois d'octobre. Ouais, il m'a donné des hormones. Et tu as encore tes règles? Et j'ai encore mes règles. J'ai encore mes règles. Donc, et mes règles viennent tous les 28 jours. Donc, très calibré. Depuis, j'ai commencé à traquer. Ça, c'était un truc de fou. Avant, ils étaient hyper irréguliers. Mais depuis, je commence à les suivre. Ils viennent tous les 28 jours. Mais ils sont... les règles sont moins abondantes. Ça commence à diminuer un petit peu. Mais et je pense que c'est ça aussi qui peut être parfois un peu compliqué, c'est si on a des règles toujours, mais on a des symptômes de périménopause, on n'est pas super bien informé sur du fait que oui, c'est du périménopause si on a encore des règles et on peut faire quelque chose en attendant la fin des règles. Que le ménopause, c'est 1 an après, il n'y a plus de règles. Mais toute la phase avant, c'est le périménopause. De mon expérience, tous les gynécos ne prescrivent pas de traitement hormonal pendant cette période-là. Ça dépend des gynécos. Aujourd'hui, en tout cas. Jackpot. J'ai trouvé vraiment l'ovni. Parce que c'est ça que j'entends aussi. C'est pas toujours facile d'avoir le traitement pendant la phase où j'en suis. Et donc, toi, ça te réussit bien? Oui, donc moins de pleurs dans le placard. Ou pas pendant tout le mois, mais juste avant mes règles. Peut-être J26 du cycle. Ouais. Là, quand je suis vraiment en fleur de peau. Mais je sais maintenant, je sais que c'est ça. Et mon entourage sait aussi. Donc, ils sont au courant. C'est bientôt les règles de maman. Donc, attention. Ça peut partir direct rapidement. Donc, tout le monde se tient au carreau, plus ou moins. Mais bon, il se permet de s'engueuler tout le temps, même si je suis sensible. Mais je pense que c'est aussi important que je sais ce qui se passe. Je peux communiquer avec des gens autour de moi. Que je pense pas que je suis complètement folle. Et de trouver des choses à faire ou pas faire dans certains moments du mois, pendant le mois. Et d'être bienveillante avec moi-même, de m'isoler, de pas mettre trop de choses dans l'agenda, pas faire des rendez-vous sociaux pendant cette phase si je peux le contrôler. Mais ça me réussit bien, ça me réussit beaucoup mieux. Je me trouve moins anxieuse, je dors mieux, je suis moins sensible. Je suis plus claire avec mes idées, avec ma communication, c'est plus fluide. Moi, je me sens beaucoup plus en forme. Et il y a aussi un truc, ça dépend du mois, c'est pas toujours le cas, mais plus excitée, plus aroused. Donc ça, je sais pas si c'est. Tu veux dire de la libido, le désir sexuel? La libido, pendant tout le mois? Pas vers la fin, mais au moment de l'ovulation. Yeah, quand l'estrogen commence, c'est sexy time. Mais c'est pas juste libido crazy, mais plus ça c'est sexy, plus stimulé. Ouais. Donc aware des choses stimulantes. Mm-hmm. Donc ça c'est peut-être j'avais pas remarqué que ça c'était un peu endormi, mais c'était endormi. Ouais, donc c'est ça. En fait, ça se fait tellement lentement que tu ne t'en es pas aperçu, et c'est que quand ça se réveille tu dis la différence. Ouais, yeah, that's cute. Oh yeah, check that out. Donc un peu plus de presque de retrouver le moment un peu de puberté où t'es un peu excité par plein de choses. Donc
ça, même les récits érotiques, ça me fascine maintenant. C'est marrant, c'est comme si je revis une sorte d'adolescence. Bah, profites-en. Il y a un truc que t'as dit qui a éveillé mon intérêt. T'as dit que t'étais allée voir ton gynéco après un été passé aux États-Unis. Oui. Et donc, est-ce que t'as le sentiment que les Américaines, elles sont mieux informées? Ah, c'est sûr, c'est beaucoup plus libre et abondant l'accès à cette information maintenant. C'était pas le cas il y a 3 ans. Donc, c'est juste qu'on vit un moment de explosion sur le sujet de périménopause et ménopause avec des celebrities qui en parlent, Oprah Winfrey, Drew Barrymore, Naomi Watts, c'est même Jennifer Aniston. S'il y a une espèce de libération de la parole autour de ça, d'une façon aussi très empowerment pour les femmes. Pas uniquement parler tout ce qui est ras-bol en lien avec ça, avec des symptômes, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Comment on peut un peu profiter de ces changements, profiter de cette connexion avec soi, avec des autres femmes aussi. Je pense qu'il y a une sorte de sororité autour de la ménopause et périménopause qui émerge, une expression plus libre, plus apaisée. On n'est pas du tout à la fin de ça, en fait, c'est un peu le début. Mais j'ai senti que il y a 2 ans, c'était pas le cas. Mais chaque podcast, j'avais l'impression, tous les podcasts que j'écoutais, il y avait toujours un moment où il y avait un épisode autour de ménopause. Donc, qui n'était pas le cas. Après, c'est vrai que ma vie est ici, donc et la plupart de mes copines avec qui je vais avoir ces genres de discussions sont en France. Donc du coup, on avait parlé un petit peu de ça, c'est assez unique cette double regard et double présence de pouvoir aller aux États-Unis ou écouter des choses qui sont créées aux États-Unis ou à l'international. Ça peut aussi être en Nouvelle-Zélande ou aussi en Angleterre, où il y a une quantité assez importante d'informations autour du sujet. Il y a aussi une attitude. Je pense que c'est ça. C'est cette attitude un peu de on y va. On va regarder ça franchement. Et aussi une sorte d'humeur aussi. Et donc de pouvoir nous brancher à ces sources d'informations, mais après de revenir en France, bien informé, bien au taquet comme j'étais à la fin de l'été, et de pouvoir demander ce qu'on veut dans un système de santé sociale qui est vachement accessible et généreux, et de pouvoir avoir accès à ce qu'il nous faut pour nous sentir bien, qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Donc, dès qu'on parle de quelque chose, une révélation médicale aux États-Unis, il y a aussi une dimension de ça coûte combien? Est-ce que on va pouvoir avoir accès? Est-ce que je vais pouvoir payer pour ça? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir accès à ça? Parce que c'est pas un acquis. C'est pas comme en France. En France, aux États-Unis, c'est les hormones bioidentiques qui sont données aux femmes ou c'est les hormones équines? Est-ce que c'est par voie orale ou est-ce que c'est par voie cutanée? C'est les deux. Parce qu'en France, on donne maintenant que les bioidentiques par voie cutanée. Ouais. On a arrêté les voies orales et on a un traitement dit à la française qui a été développé il y a, 40 ou 50 ans et qui est celui qui est donné. Et comme aux États-Unis, celui qui avait été testé dans la fameuse étude qui s'est arrêtée en 2002, c'était des hormones par voie orale et des hormones équines. Aujourd'hui, je me demande comment ça a évolué. Est-ce qu'ils sont calqués sur le modèle français? Ouais, ça, je sais pas. Je suis pas assez informée par rapport à ça, mais je suis à regarder, je trouve plein d'informations sur les forums Reddit. Je sais pas si tu regardes ça, mais c'est génial parce que tu as des fils de discussion qui sont très 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 développés, qui sont très détaillés, et c'est anonyme, donc des gens ils y vont à fond avec des informations sur leur vie. Donc j'ai regardé, il y avait un forum il y avait des threads
autour de combien ça coûte pour un traitement normal et HRT qui ressemblait à ce que je prends ici. Et ça allait de $10 par mois à $200 par mois pour selon la personne et leur type d'assurance En fonction de ta couverture sociale, tu peux payer jusqu'à $200 par mois. Si t'es mal couvert, tu mets toute ta poche, ça te coûte $200 par mois pour avoir tes hormones. Et j'ai même trouvé quelqu'un qui disait que elle était mère seule avec des célibataires et que pour pouvoir payer pour le traitement hormonal, elle a dû résilier l'abonnement Netflix, changer l'assurance pour la voiture, faire vraiment des économies pour pouvoir investir dans quelque chose qu'elle estimait vital. Et c'était pas couvert par l'assurance. Et j'ai aussi découvert un autre terme, c'est un HSA. It's a Health Savings Account, où les gens c'est une épargne pour les dépenses de santé. Exprès parce que des gens, ils ont besoin de mettre à côté de l'argent pour pouvoir payer pour des choses qui sont importantes à la santé aux États-Unis. Donc ça, c'est un truc on n'a pas ici. Ouais, on se rend même pas compte à quel point compte. C'est dur en fait pour quand on n'a pas une bonne assurance santé. Enfin, tout est un challenge en fait. Tout est un challenge et tout est une bataille. Il faut vraiment. T'imagines, il faut prendre, il faut décider. Est-ce que ça vaut le coup de pouvoir investir dans ton confort dans cette phase qui est vachement désorientant? Est-ce que je peux est-ce que je peux m'investir dans quelque chose que moi j'estime important, même si le couverture de santé que j'ai ne l'estime pas ou ne couvre pas ça. Donc nous on se rend pas compte à quel point on a un vrai privilège de pas être obligé à se poser ce type de questions. Ouais. Après, sur les autres dimensions de la ménopause, c'est-à-dire ce moment où on a 50 ans, on n'est pas encore vieille, mais plus tout à fait jeune. Parfois, c'est difficile de retrouver un emploi après 55 ans. En tout cas, c'est le cas en France. On le constate dans les statistiques, c'est difficile d'avoir un emploi jusqu'à la retraite. Est-ce que les femmes aux États-Unis sont confrontées aux mêmes difficultés au regard ou pas? Ah, je crois que oui. Oui, je crois que il y a pas une différence. Mais ça c'est un peu ce que je ressens, mais j'ai pas des chiffres par rapport à ça, mais voire plus, je pense que aux États-Unis des femmes sont très sensibles aux informations sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être employable, désirable, parfait. Il y a de Ozempic maintenant qui sur le marché où les gens ils investissent énormément pour pouvoir perdre du poids à travers un traitement qui était censé être pour le diabète. Pour l'obésité, plutôt? Pour l'obésité. En fait, c'était censé être ça a commencé pour les traitements sur le diabète qu'ils ont vu avaient aussi un effet sur le poids. Et donc maintenant, des personnes, ils prennent de Ozempic qui sont pas obèses ni diabète. Donc c'est juste pour perdre du poids. C'est hyper violent ce médicament, il paraît qu'on vomit, c'est atroce. Ouais, et tu perds de l'appétit sur ta vie aussi. Donc je pense que sans dire les choses avec une certitude, mais que les femmes aux États-Unis sont beaucoup plus sensibles et influencées sur un modèle de la beauté parfait qu'en France. On a plus d'exemples et de modèles des femmes qui vivent leur vieillissement plus en sérénité. Il y a moins de transformations sur notre corps, il y a moins de botox, il y a moins de chirurgie esthétique. On n'est pas à Los Angeles, mais à Los Angeles apparemment oui, tu vois pas le vieillissement comme on voit en France. Donc tu veux dire, les femmes elles sont tellement botoxées, acide hyaluronique, je sais pas trop quoi.
Donc, fille, ton sœur, etc. donc tu penses que c'est le norme, mais c'est pas le norme. Donc, moi, par rapport à ce que j'ai expérimenté ici, on voit des femmes de tout âge qui changent et il y a une vraie connexion avec la nature, plus qu'aux États-Unis où on est tenté à manipuler notre vieillissement et de le ralentir à tout prix, de commencer à mettre des crèmes anti-rides à 13 ans. Donc, on est un petit peu plus protégé, je pense, qu'aux États-Unis. Mais c'est vrai que the hireability, c'est sûr que moi, je dirais qu'en France, c'est plus par rapport à certaines habitudes. De changer de carrière, c'est pas quelque chose qui est très très fréquent. Des gens ils restent dans le même trajet pendant 20-30 ans jusqu'à la retraite. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a tendance à peut-être avoir plusieurs carrières de vie et même changement géographique. Le changement, c'est quelque chose avec lequel on est plus à l'aise qu'en France. Donc, il y a souvent cette idée que le changement est compliqué et ça va être davantage difficile pour moi si je suis plus jeune. Quand je suis plus vieille, je vais avoir encore plus de mal. Mais est-ce que c'est réel pour chaque personne? Il faut voir en fait qu'est-ce que c'est pour aller vers où. Peut-être dans certains métiers, d'avoir plus d'expérience ou d'avoir déjà mené une vie parallèle avant de changer de carrière. Ça peut être aussi un atout. Donc, je pense que c'est complexe comme question et comme réponse. Mais je vois, c'est fou, hein, au fur et à mesure des entretiens que je fais avec des femmes de partout, je trouve que les Français sont très protégés de tout ça, beaucoup plus qu'en Amérique latine, qu'en Amérique du Nord, qu'en Asie, qu'en Europe de l'Est. Enfin, les témoignages que je recueille, je me dis, ah ouais, ok. Il y a que ici où finalement, bien sûr, on parle de plus en plus de Botox et plein de choses et que c'est, il y a des, c'est fréquent. Mais j'ai malgré tout l'impression qu'en France, et c'est exactement ce que tu dis, on est plus protégé de tout ça, on est plus libre donc, tu le constates de garder nos cheveux blancs. Ouais. Enfin, Yeah. C'est pas systématique. Donc, on a beaucoup plus d'exemples de la beauté à tout âge que peut-être aux États-Unis dans le média. C'est vrai que on est très dans le show, on est très dans la perfection, dans de similitude, dans l'apparence, mais je sais quand il y a des gens qui viennent des États-Unis, ils viennent en France, ils disent mais waouh, comment ça fait du bien de voir des femmes belles, des vieilles femmes belles, de vraiment les voir bien habillées, au marché, avec leur petite tenue, avec leur coiffure et tout ça, mais on voit qu'elles ont vécu. C'est ça que je trouve formidable. Et c'est pour ça que je suis ici aussi. Avant de finir, je te demande, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes aux femmes alors, par rapport à ton expérience so far? Alors, le conseil que c'est assez basique, c'est de ne pas rester toute seule avec ses inquiétudes, ses questionnements, ses ruminations, de parler avec des autres, de parler avec des copines, de chercher des gens qui sont bienveillantes, qui sont experts. Je pense que le pire chose qu'on fait à nous les femmes, c'est de penser qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous et que on a besoin de le corriger, juste travailler sur soi, travailler ou d'être un peu le martyr de s'acharner sur nous-mêmes tout le temps sans chercher de l'aide, ou même la parole avec des autres, c'est un vrai médecine. Donc ça peut être juste de pouvoir déposer nos peurs, nos angoisses,
nos peines avec les autres, et tout d'un coup, on se sent énormément soulagé, et en discutant, on peut aussi aider les autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui traversent probablement quelque chose de très similaire. Donc, ça serait juste assez simple, mais c'est de pas garder tout toute seule, et de pouvoir trouver des personnes avec qui on peut discuter. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi, Aude. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.